Bienvenue à ce webinaire offert par la CEM. En août 2019, l'Institut de recherche en santé du Canada accordait une subvention de 1,4 million de dollars pour la création d'un réseau de recherche national pour l'EM. Un peu plus d'un an plus tard, nous recevons, afin de nous en parler, le Dr Alain Moreau, professeur titulaire de la Faculté de médecine dentaire et Faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et directeur scientifique du réseau de recherche ICANN-CMI et du Centre collaboratif sur l'encéphalomyélite myalgique de l'Open Medicine Foundation au CHU Sainte-Justine, Université de Montréal, ou comme la communauté québécoise de l'EM aime bien l'appeler, Notre Espoir. Voici le Dr Alain Moreau. Donc, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous tous concernant le Réseau canadien de recherche concerté interdisciplinaire sur l'encéphalomyélite myalgique, notre mission, nos défis et nos opportunités. Donc, même en français, on utilise l'acronyme ICANN-CMI, un acronyme qui a été choisi par les patients atteints d'encéphalomyélite myalgique et qui évoque pour un grand nombre d'entre vous beaucoup d'espoir. Donc, c'est avec une grande humilité que j'ai accepté de diriger ce réseau national et de contribuer à faire avancer à la fois la recherche dans le domaine, mais aussi promouvoir l'excellence en recherche dans ce domaine. Sur la diapo qu'on voit ici, souvent je fais des farces en disant que j'ai l'impression que j'ai une équipe de course de Formule 1 avec différents sponsors qui sont parmi nous, dont la CEM, qui joue un rôle de premier plan. Donc, on a eu l'opportunité dans l'élaboration à la fois du concept de ce réseau-là, mais aussi dans la réalisation de la demande de fonds qui a été gagnante et qui a été reconnue par les Instituts de recherche en santé du Canada, de fédérer finalement l'ensemble des intervenants dans le gros écosystème de l'encéphalomyélite myalgique. Et on a à la fois les organismes et les associations de patients au niveau national, provincial, mais aussi dans certains cas même au niveau régional, avec différents partenaires et on espère grossir nos rangs au fil des mois. Donc, en termes de vision et de mission du réseau, donc le réseau de recherche ICANN-CMI est un réseau de recherche nationale impliquant des chercheurs, des cliniciens, des patients, mais aussi d'autres types de partenaires, dont les aidants naturels aussi, qui jouent un rôle de premier plan, et aussi d'autres partenaires comme des gens de Statistique Canada et d'autres organisations qui nous aident à trouver là où les causes et éventuellement des traitements possibles envers l'encéphalomyélite myalgique afin de réduire l'impact de cette terrible maladie sur la santé des Canadiens. Donc, on veut que le réseau soit la principale ressource pour initier, soutenir et promouvoir une recherche qui se veut novatrice et aussi très collaborative sur l'encéphalomyélite myalgique au Canada. Si je vais le dire dans des termes encore plus simples, et vous voyez ici mon avatar, donc si je pouvais le dire, c'est on veut vraiment mettre le Canada sur la carte de l'excellence en recherche sur l'encéphalomyélite myalgique. Donc, la création du réseau, même si on a reçu quand même un budget relativement modeste, 1,4 million sur 5 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça nous permet d'avoir une reconnaissance tant sur la scène nationale qu'à l'international. Et le réseau ICANN-CMI, je devrais dire votre réseau ICANN-CMI, joue une place de plus en plus importante dans différentes organisations. On nous sollicite pour des soutiens auprès de différents gouvernements étrangers, entre autres, mais aussi à l'intérieur de nos frontières au niveau provincial. Donc, on est interpellé comme étant les experts et on agit de la sorte. Donc, je vous présente ici quelques-uns de nos chercheurs principaux. Donc, ce sont les chercheurs
qui s'était manifesté au moment de la rédaction de la demande de fonds. Aujourd'hui, ce nombre-là est augmenté et vous allez voir dans quelques jours, en principe, lorsque notre site web va être activé, vous allez déjà voir que ce nombre-là a augmenté de façon significative en attirant à la fois des jeunes et des moins jeunes chercheurs, des experts cliniciens de différentes disciplines qui ont décidé de se joindre à nous et d'éventuellement contribuer à élucider l'énigme que représente encore au 21e siècle l'encéphalomyélite myalgique. Donc, vous voyez que c'est un réseau national. On couvre d'un océan à l'autre. On a peut-être une petite faiblesse dans le centre du pays, mais on va espérer la combler. Et on a une belle diversité de chercheurs de différentes disciplines avec aussi différentes seniorités. Et on a, je pense que c'est bon pour le futur, des jeunes chercheurs parmi nous. Et aussi, on a des chercheurs à l'international. Donc, on a le Dr. Lee qui est maintenant à l'Institut, à l'Université Florida Atlantic. On a Dr. Marie-Yvonne Akoumé qui est à l'Université de Libreville au Gabon. Donc, vous allez voir que ce nombre-là a quand même été augmenté de façon significative. Donc, vous voyez ici notre membership en date du 1er janvier 2021. Donc, à partir des gens et des différents partenaires, patients, chercheurs, cliniciens, étudiants qui étaient présents à l'initiation du réseau, on a pris en note l'ensemble des gens, même si on n'avait pas encore un site web fonctionnel, qui manifestaient leur désir ou qui ont manifesté leur désir de s'impliquer et de participer. Donc, aujourd'hui, on est déjà rendu à 151 membres qui sont sur notre liste d'inscription. Vous aurez l'opportunité de vous inscrire lorsque le site web va être annoncé et soyez sans crainte. Vous aurez facilement à suivre les annonces de l'AQEM et d'autres organisations à travers le Canada. Vous allez le savoir quand le site va être disponible et on va vous demander à ce moment-là de vous inscrire. C'est tout à fait gratuit. Et ça devrait être assez convivial, la façon d'utiliser le site web avec une mine d'informations, tant sur les actualités scientifiques, cliniques, que sur les différentes activités du réseau. Donc, ça va être vraiment notre plaque tournante pour communiquer, même si on va transférer les mêmes niveaux d'informations au travers de l'AQEM et d'autres associations de patients à travers le Canada. On a 42 membres internationaux, donc ça aussi, c'est quelque chose où on voulait avoir une ouverture sur le monde. Donc, ce sont des gens, parfois de simples patients, qui se sont manifestés et voulaient suivre et éventuellement même participer au développement du réseau. Donc, on est très fiers de ce grand nombre de patients, même si on n'a pas encore un site web. Donc, c'est juste quelques jours pour que ça puisse augmenter. Donc, vous allez voir dans mes prochaines présentations au cours des mois, je vais beaucoup insister sur l'appartenance au réseau, sur la progression de notre membership parce que je veux que ce soit un réseau qui appartient aux membres. Donc, ce n'est pas mon réseau, c'est votre réseau. Et aussi de voir notre progression puisque chacun d'entre vous, en devenant membre, vous devenez aussi indirectement des ambassadeurs, des ambassadrices du réseau I Can See Me. Ici, je vais prendre un peu plus de temps sur cette diapo qui vous explique la gouvernance du réseau. Donc, la partie la plus importante, je vous dirais ici, c'est la partie du bas. Donc, c'est comme je vous ai mentionné que c'est un réseau qui appartient et est dirigé par les membres. Donc, on a créé un certain nombre de groupes de travail, donc vous voyez ici qui sont définis. Donc, vous avez celui, entre autres, sur la génétique et l'épigénétique. Vous avez celui sur l'infection et l'immunité, sur les biobanques et le développement de biomarqueurs, celui sur les instabilités vasculaires et les perturbations du sommeil, celui sur l'épidémiologie, le management des données
et le développement de design pour certaines études. Vous avez un autre qui focalise davantage sur le diagnostic, l'évaluation clinique et médicale et éventuellement le développement d'essais cliniques. Et finalement, vous avez celui sur le développement et la formation des prochaines générations d'étudiants, tant au niveau de la recherche de base que de la recherche clinique, et qui va aussi jouer un rôle au niveau de la stimulation de la formation médicale auprès des cliniciens existants. Dans chacun de ces groupes de travail, et on le verra sur la prochaine diapo, on a à la fois des chercheurs, des médecins, des professionnels de la santé dans différentes disciplines, mais aussi des patients. Donc, dès la conception du réseau ICANN-CIMI, il a été clair que les patients partenaires voulaient jouer un rôle de premier plan et d'être impliqués dans tous les niveaux de la gouvernance du réseau, ce à quoi j'ai acquiescé. Donc, on se distingue par rapport à d'autres réseaux de recherche nationaux ou même internationaux au fait que nos patients ne sont pas dans un comité de patients, mais sont vraiment investis dans toutes les sphères d'activité et de gouvernance du réseau, et c'est quelque chose où on est très fiers de ça. À un autre niveau ici, on a évidemment ce qu'on appelle en anglais le Steering Committee ou le comité de pilotage scientifique. Donc, c'est un comité où toutes les associations, qu'elles soient nationales, provinciales, et je pense qu'on a quelques régionales également, ainsi qu'un certain nombre de chercheurs et cliniciens sont représentés. Et c'est là que sont élaborées les grandes décisions scientifiques et qui, chaque année, lors de nos rencontres, vont pouvoir aussi réévaluer la pertinence de certains objectifs ou de répondre à certaines urgences qui pourraient se présenter à nous. Donc c'est vraiment au niveau de la planification stratégique scientifique dans la mission du réseau et de sa vision que le comité de pilotage scientifique joue un rôle. On va avoir des comités ad hoc, notamment pour la révision des compétitions internes. Donc, on va avoir un comité international d'experts qualifiés qui vont être en mesure d'évaluer les demandes que nos membres vont pouvoir soumettre lors de concours internes. On a l'académie. Je vais vous entretenir un peu plus tard à ce sujet-là. C'est quelque chose qui me tient particulièrement pour le développement de la relève tant scientifique que médicale. Et on a également mis en place un comité pour éventuellement lever des fonds et répondre aux propositions de donation qu'on pourrait recevoir de l'extérieur, qui certaines personnes ou même organisations pourraient être intéressées à soutenir des activités ou certaines activités du réseau. Au niveau de l'échelon supérieur ici, on a évidemment le comité exécutif. Donc, le comité exécutif est composé de certains représentants d'organisations, chercheurs et cliniciens. Il est beaucoup plus restreint. Essentiellement, un comité exécutif joue un rôle dans la validation des orientations scientifiques et notamment, est-ce qu'on est capable d'opérationnaliser ça? Donc, est-ce qu'on a les moyens? Parce qu'on peut avoir plein de bonnes idées en bas. En bas, on a au moins une centaine de personnes qui vont faire cette planification-là. Mais en haut, nous, on a la responsabilité, incluant le directeur du réseau et la coordonnatrice nationale, qui est Mme Yona Warden-Driscoll, d'exécuter et de voir à ce qu'on planifie correctement et qu'on s'assure au bon processus des opérations et financiers. On a également ce qu'on appelle notre comité national pour la cohorte nationale qui va être en développement et qui va aussi participer à l'élaboration des éléments communs qu'on pourrait avoir entre les différents centres pour harmoniser nos actions et notamment au niveau de la recherche clinique. Quels sont les questionnaires minimalement qu'on voudrait conserver dans chacune des études? Quels sont éventuellement les biomarqueurs en commun qu'on voudrait minimalement utilisé pour avoir un certain langage commun à travers les différents centres et laboratoires qui participent au réseau. Donc,
ce comité de coordination-là de ce qu'on appelle la cohorte nationale est extrêmement important. Parce qu'on est un réseau national et qu'on est très sérieux dans nos développements, on s'est doté d'un comité consultatif scientifique et médical aviseur international. Donc, vous avez ici de grandes pointures qui sont très bien connues pour leur rôle dans le domaine de l'encéphalomyélite myalgique, qui est présidé par le Dr. Ron Davis de l'Université Stanford. Mais vous avez aussi différents collègues de différentes universités qui sont présents. Et vous avez aussi d'autres personnes qui jouent des rôles de premier plan dans des organismes qui soutiennent la recherche. Donc, je pense au Dr. Heidi Nichols, du président de Emerge Australia, Mme Sonia Chaudhry, CEO de Action for Me en Angleterre. Donc, ce sont quelques exemples. Donc, ce groupe-là va évoluer au cours du temps pour qu'on puisse tisser des liens tant scientifiques, médicaux, mais aussi avec des organismes qui pourraient être des partenaires du réseau plus tard. Donc, on est assez fiers de ce plan de gouvernance-là qui demande assez d'ouvrages à organiser. Et notre coordinatrice nationale va être aussi en coordination avec les différents officiers de communication des différentes organisations de support pour les patients. Donc, soyez pas surpris là, lorsque Yona va vous contacter pour qu'on puisse accorder nos violons, comme on dit en bon québécois, donc pour s'assurer que l'information coule dans les deux sens. Donc, on a peut-être l'information qu'on aurait besoin de savoir sur vos activités pour bien se coordonner et avoir au global plus d'impact dans ce qu'on fait collectivement. Donc, vous avez sur la diapo ici, avec les mêmes logos pour les activités, donc les présidents et vice-présidents de ces différents groupes de travail. Ces groupes de travail-là, vous allez les voir sur notre site web. On a toute la composition des membres. On vous invite, si ça vous intéresse, à nous contacter. Vous allez avoir nos coordonnées sur la dernière diapo pour vous manifester si vous souhaitez participer à l'un ou à l'autre de ces groupes de travail. Certains de ces groupes de travail-là sont déjà en interaction avec des groupes équivalents à l'international, donc soit avec des groupes au Royaume-Uni ou ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on veut encourager. Évidemment, on a identifié des présidents ou des vice-présidents qui avaient la compétence dans ces domaines-là, puisque ces domaines-là sont ou largement font partie de leurs compétences et de leur expertise. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement d'intérêt pour nous. Dans certains cas, vous allez comprendre qu'il y a certains domaines qui puissent avoir certains overlaps. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces groupes de travail-là vont développer leur propre agenda et vont aussi avoir leur rencontre Zoom. Donc, essentiellement, on travaille avec Zoom, pas seulement parce que c'est la pandémie de la COVID-19, mais parce que c'est un outil qui est facile. Et on comprend très bien que, en fonction du rythme qui va être déterminé par les membres, que peut-être certains patients vont trouver ça plus difficile, qui vont pas toujours être disponibles. C'est pour ça qu'on va avoir un certain nombre de patients partenaires dans chacun des groupes de travail. Donc, chacun va être invité à collaborer en fonction de sa capacité. Puis on sait que ça peut changer au cours du temps. Donc, il n'y a pas d'enjeu là, de notre côté. On veut vous avoir avec nous et lorsque vous aurez des indispositions, bien, on va tout à fait comprendre et chacun de ces groupes de travail-là vont laisser des traces. Donc, s'il y a plusieurs groupes qui vous intéressent, soyez assurés que sur le site web, on va avoir des résumés là, des différentes rencontres et des activités. L'autre point qui est important, on parle de groupes de travail, donc il va y avoir du travail. Donc, ce sont des groupes de réflexion et on espère que dans ces réflexions-là, lorsque cela sera opportun, les groupes de travail pourront même faire soit une revue de littérature qui pourrait être publiable et à ce moment-là, le réseau assumera les frais de publication
au même titre que d'avoir soit des livres blancs ou des positions qu'on pourra présenter au gouvernement ou auprès d'autres organismes. Donc, c'est vraiment des groupes où on pense que chacun va pouvoir contribuer intellectuellement avec ses différentes expertises à faire avancer ces différents secteurs-là. Les trois piliers stratégiques de notre réseau peuvent se résumer de la façon suivante. Donc, le premier pilier, c'est de créer un programme afin d'accélérer et de catalyser la recherche sur l'encéphalomyélite myalgique pour, bien évidemment, combler les lacunes existantes, stimuler de nouvelles découvertes et, encore une fois, soutenir l'excellence en recherche au Canada. Le deuxième pilier, j'en ai parlé un peu, est en lien avec notre comité de coordination d'une cohorte nationale. C'est pour développer une infrastructure de recherche qui va être plus durable et mettre en œuvre l'intégration et la normalisation des bases de données et des procédures de biobanque pour créer une cohorte nationale. Donc, on a déjà 3 cliniques spécialisées au Canada qui assument la prise en charge et le diagnostic de l'encéphalomyélite myalgique, donc une à Vancouver, Toronto et Halifax. Ces cliniques-là voient déjà un certain nombre de patients. On va en avoir une bientôt à Montréal. Je ne vous en dis pas plus. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois avec des collègues au CHUM et on devrait avoir l'appui du ministère de la Santé du Québec. Je travaille également avec le ministère de la Santé de l'Ontario, avec d'autres membres de ACNCIMI pour aider à valoriser justement la clinique qui est à Toronto et leur donner plus de capacité d'outils. Donc, on va espérer dans la mission du réseau que la recherche va devenir le fer de lance, même au niveau des soins et de l'enseignement médical, même si on ne s'occupe pas en soi des soins et de la formation des médecins. On va essayer d'y contribuer en utilisant la recherche. Donc, les activités liées au pilier numéro 2 sont très importantes. Le pilier numéro 3, évidemment, c'est le futur du réseau. C'est de développer les talents à tous les niveaux pour améliorer la capacité et l'excellence en recherche. Donc, je ne parle pas ici juste des étudiants, mais aussi éventuellement de comment on peut, nous, les chercheurs plus seniors, amener des chercheurs talentueux en début de carrière à s'intéresser à l'encéphalomyélite myalgique. Il y a des enjeux de carrière ici parce que le financement est loin d'être assuré. Donc, si on peut attirer des talents et aussi aller recruter des chercheurs plus seniors dont l'expertise pourrait être d'une grande utilité dans le domaine. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle développer les talents ici et c'est très important pour nous. Donc, en termes d'exemple, dans le pilier 1, dans les projets en cours, donc le réseau a identifié au moment de soumettre sa demande de fonds 3 projets pilotes d'une valeur de 50 000 sur 2 ans afin d'explorer les mécanismes déclencheurs de la maladie et éventuellement le développement de biomarqueurs utiles en clinique. Donc, vous avez les leaders de ces 3 projets. Donc, le premier projet vise à étudier la contribution des infections virales au développement de l'encéphalomyélite myalgique par une approche qui va à la fois cibler des cohortes populationnelles, donc avec des projets qui existent déjà depuis plusieurs années, dont le British Columbia Generation Project, et aussi on a le Canadian Partnership for Tomorrow Cohorts, qui regroupe un ensemble de cohortes provinciales qui représentent près de 300 000 personnes. Donc, vous avez les leaders ici, notamment le Dr. Louis Nackel. On a aussi un projet qui avait été soumis par un jeune chercheur qui s'intéresse aux aspects génomiques et transcriptomiques des rétrovirus qui, une fois qu'ils nous ont infectés, vont aller se cacher dans le génome et en fonction de leur cachette dans leur génome, ils vont perturber l'expression de certains gènes. Donc, c'est un projet qui est assez innovateur, unique. Donc, on a décidé, le réseau, de soutenir le développement proposé par le Dr. David Lee, qui initialement était à l'Université du Vermont et qui est maintenant
au Florida Atlantic University. Dernièrement, on a pris la décision de soutenir un projet proposé par le Dr. Amir Landi, qui est le profilage de certaines cytokines et leur rôle dans la pathophysiologie de l'encéphalomyélite myalgique. Ce projet proposé par Dr. Landi et d'autres collaborateurs clés, dont Michael Houghton, qui a obtenu cette année le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les hépatites. Donc, c'est quand même un petit velours pour le réseau d'avoir professeur Houghton, lauréat du prix Nobel, comme un de nos collaborateurs. Donc, chapeau au Dr. Landi et au professeur Houghton et collègues pour cette proposition-là. Donc, ça, ce sont 3 projets qui, à l'inception, donc dès maintenant, sont en route depuis quelques mois et on va vous tenir au courant de leur développement puisqu'ils devront faire un rapport annuel des avancées de leur progrès. Plus important, c'est que si on veut bâtir des nouvelles équipes, si on veut attirer des nouveaux joueurs, bien, il faut leur donner des argents. Donc, on a créé un programme de subvention à la découverte qu'on appelle Nouvelles Frontières, qui vise évidemment à explorer de nouvelles pistes scientifiques pour résoudre des problèmes importants liés à l'encéphalomyélite myalgique, en stimulant la création de nouvelles équipes de recherche. Donc, on accorde par projet un montant de 25 000 pour une période de 12 mois. 25 000 c'est encore là très insuffisant, mais on sait très bien que ce qui est important ici, c'est d'amener des gens qui ne se connaissent pas dans certains cas à collaborer ensemble. Et le 25 000 bien, ça permet sur un projet qu'on aimerait faire de A à Z, bien, des fois de se rendre de A à C. Et parce qu'on se rend de A à C, bien, on a des résultats probants qui nous permettent de compétitionner dans des gros concours où là, on peut avoir plusieurs millions de dollars. Donc, c'est une question de positionnement. Mais si on ne donne pas des sous au départ puis on n'attire pas les gens, ben, on ne pourra pas avancer. Donc, on espère, et ça sera annoncé sur notre site web, de lancer ce premier concours-là pour février 2021. Et on s'attend à avoir entre 4 et 5 projets qui vont être soutenus suite aux évaluations scientifiques qui seront faites. Le pilier 2, je vous ai parlé, c'est essentiellement d'harmoniser notre recherche clinique. Donc, les activités du pilier 2 sont pilotées par Dr. Knuckle et Dr. Kathleen Kerr de Toronto avec d'autres collègues. Donc, je vous ai mentionné d'harmoniser et de développer des procédures à la fois pour la biobanque, les bases de données, de moderniser le soutien informatique, de se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on a de besoin pour bâtir et nous positionner. Donc, dans ce développement-là, qui est très compliqué parce qu'on a, pour être bien franc et transparent avec vous, un grand retard, on a quand même Statistique Canada comme partenaire et on a RTI International qui joue le rôle de Data Management and Coordinating Center, donc le centre de management des données et de coordination, des centres d'excellence sur le M qui est financé par le NIH. Donc, le NIH a autorisé RTI à soutenir le réseau I Can't See Me à la hauteur d'environ 200 000 $ US par année en expertise, en accès au niveau de informatique et en biostatistique. Donc, on a initié récemment des discussions et ça va continuer avec justement le DMCC et Statistique Canada de comment on peut réduire nos coûts d'opération, nous, évidemment, et de bénéficier de leur support des grands experts à ce niveau-là. Donc, on va espérer qu'on va dénouer ce nœud-là et d'avoir un chemin beaucoup plus linéaire pour arriver à harmoniser notre recherche clinique. Le pilier 3, ce que j'appelle les étoiles de demain. Donc, évidemment, il y a trop peu de chercheurs, il y a trop peu de cliniciens qui s'intéressent à l'encéphalomyélite myalgique. Donc, on doit développer et soutenir les talents à différents niveaux académiques et professionnels.
On doit jouer un rôle de premier plan dans la formation de la prochaine génération de chercheurs, cliniciens et d'autres professionnels de santé. Donc, on propose, dans le cadre des activités de votre réseau, de créer le prix des étoiles de demain. Donc, on veut mettre en place au moins 5 bourses annuelles pour des étudiants gradués de niveau maîtrise et doctorat, de même que 2 fellowships postdoctoraux, donc au niveau 1 en clinique et l'autre en recherche. Dans chacun des cas, ces types de bourses-là seraient attribués après évaluation par les pairs pour une période de 2 ans. Et le laboratoire d'accueil contribuait pour 50% du montant et l'autre 50% serait le réseau. Donc, encore une fois, c'est pas beaucoup. C'est même peu et on espère que notre fundraising committee va pouvoir attirer des gens qui voudraient donner des sommes d'argent pour soutenir ce genre de développement-là, de soutenir les étoiles de demain. Donc, on espère en faire plus si on peut obtenir davantage de financement dans ces secteurs. L'Académie, je vous ai dit que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, puisque le terme Académie tel qu'écrit ici, là, si vous faites le Webster, c'est l'ancienne appellation anglaise de Academy avec un Y. Et pour moi, ça évoque une académie virtuelle qui va pouvoir mettre en valeur nos étudiants, nos stagiaires postdoctoraux et même, à la limite, le personnel de recherche des différents laboratoires qui constituent iCanSemi. Et dans le cadre de l'académie, on voudrait que les étudiants puissent faire des cours vidéo pour décrire dans leurs mots leurs contributions, leurs projets, au même titre que lorsqu'ils vont faire des demandes de stage. Donc, on va soutenir des stages de courte durée pour leur permettre d'expérimenter de nouvelles techniques qu'ils auraient besoin dans les meilleurs laboratoires sur l'EM au Canada et ailleurs dans le monde. Et chaque laboratoire, tant canadien qu'à l'extérieur du pays, vont faire partie des institutions de cette académie-là. Donc, il va y avoir des mentors. Et il va y avoir aussi des mentorés. Donc, vous allez voir au fil des mois que l'académie, elle va grossir, elle va grandir. Éventuellement, on identifiera un chancelier ou un directeur ou une directrice de l'académie et je suis en train de vendre le même concept à nos collègues au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis pour créer cette plus grande académie à l'international et en espérant que d'autres organisations vont soutenir et mettre un peu plus d'argent pour favoriser ces stages à courte durée qui, pour moi, vont à la fois stimuler l'intérêt des étudiants pour aller chercher le meilleur de chacun des meilleurs laboratoires. Et ça va aussi favoriser le développement de collaboration entre ces laboratoires-là. Donc, évidemment, les laboratoires qui vont recevoir nos étudiants ou qu'on va recevoir des étudiants éventuellement de l'étranger, vont devoir contribuer en partie à payer les frais parce que quand on a un étudiant dans le laboratoire, ça coûte des sous en réactifs, en méthodes et en produits. Donc, il y aura des contributions attendues des laboratoires hôtes ici. Donc, vous allez voir et m'entendre beaucoup parler de l'académie parce que je pense que ce concept-là est assez novateur. Il n'y a aucun réseau qui a mis en place ce genre de développement, mais je pense que ça va nous permettre de rattraper notre retard et aussi de développer des liens au niveau national, international qui vont durer dans le temps. Donc, dans les bons coups qu'on a fait ce jour, donc je vous ai parlé du lancement des 3 projets pilotes, je ne reviendrai pas, mais encore une fois, c'est un exemple où on ne soutient pas un individu en particulier, mais des équipes. Et dans certains cas, dans certains de ces projets-là, on a des équipes qui sont au niveau plus régional, international, comme tel. Le coût, je pense, digne de mention, c'est vraiment notre partenariat avec le NIH, donc le NIH qui est l'Institut national de la santé aux États-Unis. Donc, ils ont vraiment des moyens extraordinaires. Donc, on est identifié comme étant leur 4e centre d'excellence, au même titre que le centre d'excellence de l'Université de Cornell qui est piloté par le Dr. Maureen Hansen,
le Jackson Laboratory qui est piloté par le Dr. Daria Hunut-Mads et le MICFS Center for Solutions à l'Université Columbia qui est piloté par le Dr. Ian Lipkin. Et au centre, on a RTI International qui est le Data Management Coordinating Center qui dessert tous les centres et qui vont faire pas mal un grand support pour nous qui devrait faire une différence. Donc, le fait de réseauter avec ça, non seulement on a le support en expertise de RTI, mais on a aussi accès indirectement à des argents pour le développement de collaboration qui, dans le passé, était uniquement réservé à ces 3 centres-là. Donc, le fait que ICANN-CIMI est en boucle ici permet au réseau ou à certains de ses membres de développer des collaborations, éventuellement même indirectement de recevoir de l'argent du NIH. Puis évidemment, pour le futur, ça va bien nous positionner quand ces centres-là vont vouloir renouveler. On pourra être associé avec chacun d'entre eux et avoir à ce moment-là notre quote-part d'argent. Donc, on est en train d'avoir ces discussions-là. Sinon, mensuellement, j'ai une discussion avec mes collègues et on participe aussi dans les meetings annuels qu'on a. Donc, on a participé à deux meetings déjà. Au dernier meeting, j'avais invité plusieurs collègues, chercheurs et cliniciens du réseau ICANN-CIMI et quelques représentants des patients, dont la CHEM, à participer à ce projet. Dans les enjeux immédiats qu'on a, j'ai pris l'allégorie de l'iceberg. On peut l'utiliser à différentes sauces. Ici, c'est qu'on a plus d'un demi-million de Canadiens atteints d'encéphalomyélite myalgique. Je vous dirais, pour en avoir rencontré plusieurs, je ne les ai pas tous rencontrés, heureusement, mais pardon. On a de grands experts, on a de gens avec de grandes capacités, avec différentes expertises professionnelles. Et on a un petit peu de chercheurs ici. En fait, on n'a pas assez de chercheurs. Souvent, je fais une farce, pour un chercheur, on a à peu près 100 000 patients. Et vous comprendrez que si jamais ce iceberg-là se renverse, bien, on va noyer les chercheurs. Donc, ma job comme directeur, c'est aussi de temporiser votre enthousiasme et il faut qu'on travaille conjointement ensemble, mais vous voyez qu'il y a une certaine asymétrie ici. Donc, il y a une certaine urgence pour moi d'augmenter le nombre d'individus. Évidemment, on n'aura pas autant de chercheurs cliniciens, mais c'est quand même un challenge. Et ce challenge-là, il est accentué par le fait que si vous regardez dans le tableau ici, vous avez différentes maladies, donc plusieurs maladies chroniques bien connues. Vous voyez le nombre de Canadiens qui en sont atteints approximativement. Vous avez ici le financement par les IRSC ou CHR en anglais. Vous avez même le nombre de projets pour la période identifiée. Et vous voyez, Chronic Fatigue Syndrome, 54 sous par patient. Et il y a un financement et le montant pour l'année ici, c'est le montant qu'on a reçu pour ICANN-CIMI. Donc, c'est un montant réseau qui n'est pas un montant même pour un projet spécifique. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup. Fibromyalgie est dans le même bateau, puis les sensibilités chimiques multiples, ils sont à zéro. Donc, ça va être difficile, mais il va falloir qu'on soit conséquent. Si on a un réseau qui soutient la recherche, qui développe la recherche, qui développe des équipes, on s'attend à ce qu'un plus grand nombre de demandes vont être soumises aux concours réguliers des IRSC et d'autres organismes. Mais c'est clair qu'on va dépendre beaucoup encore de la philanthropie pour les 5 à 10 prochaines années avant d'arriver au même niveau que la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, c'est juste un reality check, comme on dit en chinois, mais il faut être au courant de ces valeurs-là. Parmi les opportunités émergentes, je pense qu'on est bien positionné dans le contexte de la pandémie due à la COVID-19, notamment pour ce qu'on appelle en anglais les COVID-19 long haulers. Donc, les formes longues de la COVID, qui est un nom inventé au sujet des patients COVID-19 qui présentent des symptômes persistants, débilitants,
qui sont très, très, très similaires à l'encéphalomyélite myalgique. Donc, on savait déjà dans le passé qu'un grand nombre de patients, et vous le savez aussi bien que moi, qui ont développé l'encéphalomyélite myalgique, l'ont développé suite à une infection virale ou bactérienne. Donc là, on a une opportunité d'aller comprendre précocement les mécanismes et en plus, on connaît le virus, on a l'ennemi devant nous. Donc, on va vraiment vouloir utiliser ces mécanismes-là et comprendre les conséquences à long terme des infections au SARS-CoV-2 impliquées dans la maladie. Donc, le réseau est bien positionné. Personnellement, j'ai soumis au nom du réseau une demande de subvention au dernier concours des RSC. Donc, j'espère qu'on va avoir des nouvelles positives d'ici le 1er avril ou avant. Mais on pense qu'on est bien positionné pour amener une expertise qui va juste servir les gens qui ont eu la COVID, mais qui vont aussi nous aider à comprendre le M, qui pourraient nous dégager des pistes. Sur ce, j'ai fini. Donc, vous avez nos coordonnées et en tout temps, je vous invite à communiquer aussi avec l'AQEM, sa direction, qui sont des partenaires extraordinaires. Donc, on travaille main dans la main. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, des inquiétudes, n'hésitez pas de passer soit directement par nous ou par la CAM qui nous fera parvenir vos questions. Et lorsque le site web va être fonctionnel, puis j'ose espérer que d'une semaine à l'autre, on va pouvoir le lancer officiellement. Ça va être un bon outil de communication et d'information pour votre réseau. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci, Dr. Moreau. On a quelques questions. On vous invite à les inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. La première, c'est quelqu'un qui demande si le médecin de famille peut s'inscrire. Bon, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'inscription, mais est-ce qu'il y a un accès pour les médecins de famille pour avoir de l'information via le réseau? Oui, toutes les personnes vont pouvoir devenir membres. Donc, quelqu'un peut consulter le site web, il y a une certaine information grand public, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire. Mais par la suite, pour aller plus loin, pour aller accéder à certains documents, certaines ressources, donc les gens doivent s'inscrire et on va favoriser la communication directe des cliniciens entre nos cliniciens experts et les médecins de famille, par exemple, ou même les médecins spécialistes qui auraient besoin d'aide pour soit la prise en charge d'un patient, ces choses-là. Donc là, actuellement, je le fais pas mal à la mitaine. J'appelle souvent Valérie à la CAM aussi depuis plusieurs semaines pour référer des personnes qui demandent à avoir un médecin traitant dans leur région, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, oui, les médecins de famille vont pouvoir devenir membres et accéder à de l'information pour les aider. Est-ce que le site sera en version bilingue, français et anglais? Oui, le site va être en version bilingue. Malheureusement, on a déjà pas mal de retard dans le lancement. Donc, on a engagé une traductrice professionnelle pour que le français soit impeccable. Mais quand on va le lancer, il va être dans sa forme anglaise en premier lieu. Puis, on espère que quelques jours ou semaines plus tard, il va être traduit. Donc, la traductrice a déjà commencé à traduire les textes anglais qui ont été sélectionnés. Mais ne soyez pas choqués de voir une version anglaise là, dans un premier temps. On est un réseau national et on travaille dans les deux langues. Donc, vous allez avoir le site web complètement bilingue. Pour ce qui est des groupes de travail, tantôt vous avez invité les gens s'ils voulaient participer. Est-ce que ça se fera en anglais? Malheureusement, il y a une dominance anglophone actuellement dans nos chercheurs et participants. OK? Encore une fois, on ne peut pas exiger des gens qui soient tous bilingues. Ça serait souhaitable, mais ce n'est pas le constat. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ce que les gens qui puissent ou qui souhaiteraient participer aient une certaine compréhension de l'anglais. Ça pourrait aider. Sinon, il y a des gens qui parlent qui aimeraient solliciter pour avoir des dons pour participer à vos recherches. Ils veulent savoir où ils peuvent envoyer les dons pour que ce soit vraiment dédié à la recherche. C'est ça. Donc les dons, il y a une façon initiale. Donc, exemple, si vous voulez faire des
des dons pour un chercheur particulier. Exemple, si c'est Alain Moreau, OK, ben vous contactez la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine, puisque la Fondation du CHU Sainte-Justine est la seule habilitée à recevoir des dons. Et à ce moment-là, lorsque vous la contactez, vous expliquez que c'est non seulement pour le docteur Alain Moreau, mais c'est pour sa recherche sur l'encéphalomyélite. OK? Si c'est pour un autre chercheur à travers le Canada, ça va être le même principe. Chaque institut de recherche ou hôpital a sa fondation. Donc, on fait juste, nous, jouer le rôle de facilitateur à ce moment-là et c'est la discussion entre le donateur et l'institution ou le chercheur récipient, là. Et à ce moment-là, ces institutions-là sont à même d'émettre les reçus pour impôt. OK? Éventuellement, et on pense que ça va arriver, on a mis en place un comité, un fundraising committee, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des dons qui ne ciblent pas un chercheur en particulier, mais plus une activité. Par exemple, vous aimeriez faire un don pour augmenter le nombre de bourses pour les étudiants. Donc là, à ce moment-là, le contact va se faire à l'intérieur du réseau ACANCIMI et on va vous guider, par exemple, vers Paul Lonus, qui a accepté la présidence de ce comité-là. Et Paul a accepté parce qu'il était représentant du comité exécutif pour jouer ce rôle-là. Il y avait toute l'expertise professionnelle passée pour garantir le processus ce soit fait. Tout ce qui touche le fundraising committee, je ne suis pas impliqué directement parce que je veux éviter toute apparence ou tout conflit d'intérêt réel. Même chose, si quelqu'un m'approche, m'écrit un courriel qui veut dire un don, vous allez voir, mon premier réflexe, ça va être de vous envoyer vers la Fondation Sainte-Justine où j'ai une personne qui est dédiée, qui répond aux demandes et qui donne toute l'explication pour que ce soit le plus clair possible. Et encore une fois, pour éviter tout conflit d'intérêt réel et apparent. Dans le cadre de mes fonctions au réseau comme directeur, j'ai pris l'engagement de ne pas toucher aucun sou. Donc, par exemple, pour le concours Nouvelles Frontières, je ne peux pas être co-applicant, je ne peux pas être collaborateur, je ne peux même pas déposer une demande où mes étudiants ne pourront pas faire des demandes de bourse. Ça, c'est une décision que j'ai prise dès le début pour justement être au-dessus de la mêlée et, encore une fois, éviter les conflits d'intérêts réels ou perçus. On a une autre question qui est un peu en lien avec le financement, qui est justement sur l'implication de compagnies pharmaceutiques ou s'ils veulent devenir partenaires ou subventionnés, à quel moment ça pourrait être envisageable, un tel partenariat? À court terme, je ne m'attends pas à ce que ça change. Ça serait assez surprenant. Encore une fois, les compagnies pharmaceutiques ou dans le domaine des biotechnologies pourraient être intéressés. Encore une fois, est-ce qu'ils sont intéressés envers un projet particulier? À ce moment-là, ça va être entre le bureau des ententes de l'institution, du chercheur qui vont avoir une discussion. Ou si c'est un don, par exemple, unrestricted gift, pour, par exemple, donner des bourses. Bien là, à ce moment-là, il pourrait passer via notre fundraising committee à ce moment-là et il pourrait donner un don à ce moment-là pour soutenir cette activité particulière. Donc c'est ça. Donc, on est ouvert à toutes les possibilités. Il y a déjà des modalités qu'on connaît très bien comme chercheurs de comment ça peut fonctionner, mais habituellement, sauf quelques rares exceptions, les pharmas vont investir là où ils ont des intérêts et ça va être plus pour un projet ciblé. Donc, la discussion va se passer à un autre niveau, pas avec le réseau, mais avec les institutions auxquelles appartient le ou les chercheurs. On a une autre question qui vient de Facebook. Les gens ont envie de donner. On voit ça et ils se demandent s'il y a une levée de fonds qui serait prévue éventuellement pour le réseau ACANCIMI. Ça va être annoncé. C'est le travail de Paul et de Liliane, qui est notre vice-président pour ce comité-là. Ils sont en train d'élaborer leur stratégie et ils vont aller chercher quelques experts qui ont déjà de l'expertise dans ce domaine-là
Comme on dit en chinois, stay tuned. Mais s'ils peuvent, si les gens ça brûle et qu'ils veulent donner tout de suite, ils peuvent communiquer avec Paul et via la CAM pour l'instant. Puis je pense que Paul va faire ce qu'il faut pour que ça puisse se rendre au bon endroit de la bonne façon. On a une autre question pour revenir au groupe de travail. Il y a quelqu'un qui se demande à quoi ressemblent les tâches qui seraient demandées aux participants de ces groupes. Il n'y a pas. Chaque groupe va définir ses propres objectifs, sa propre vitesse de croisière. Donc, il y a des groupes qui, eux, veulent se voir à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y a des groupes qui vont se voir une fois par mois ou même dans certains cas aux 2 mois. La durée des rencontres virtuelles, on ne veut pas que ça dépasse plus qu'1 heure parce que sur Zoom, c'est fatigant. On a aussi la capacité, donc les rencontres peuvent être enregistrées. Et aussi, il y a une possibilité de traduction. On a essayé ça sur quelques fois. C'est pas terrible parce que les traducteurs, ils ont commencé avec un traducteur. Même moi, me traduire quand je parle en anglais, ça a l'air que mon anglais est difficile à capturer des fois. Donc, ils ont été mis, on a pu mettre deux personnes pour avoir un transcrit. OK, donc, ce n'est pas une traduction, c'est un transcrit. Je ne pense pas qu'on serait capable d'avoir aussi un transcrit traduit. Imaginez-vous traduire 1 heure de discussion, ça devient très, très onéreux. Mais on comprend que pour des fois faciliter le suivi, on a fait l'expérience. On n'est pas encore convaincu que d'avoir un transcrit vraiment là, verbatim des discussions, ça fait une grosse différence. Tu sais. Fait que, mais comme l'EM est une maladie particulière et qui implique beaucoup justement la mémoire et il y a une fatigue à cause de la concentration, on va être réceptif aux suggestions, mais on va essayer de voir différentes approches pour que nos patients partenaires puissent continuer à jouer un rôle de premier plan dans nos groupes de travail. On a une autre question pour ce qui est de la participation des gens. Est-ce que ça cause problème s'il y a des comorbidités, donc s'il y a d'autres maladies où on préfère vraiment garder juste l'EM? Ce qui est quand même assez rare, là. Les gens qui ont l'EM ont souvent d'autres... Bien, j'en ai pas vu à date. Là. On a au-delà de 200 patients dans notre cohorte, là. Surtout chez des adultes vieillissants. Évidemment, je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues parce que certains projets ont des critères d'inclusion très spécifiques. Moi, j'ai décidé pour ma propre recherche, puis on pourra en discuter lors du prochain webinaire, là, d'être plus pragmatique. Hein. Dans la vraie vie, il faut apprendre à prendre les gens comme ils sont. Donc, on a des gens qui ont l'EM puis qui ont aussi de la fibromyalgie. On a des gens qui ont de l'EM puis qui ont un cancer, des gens qui ont de l'EM qui ont de l'arthrose. On a des gens qui prennent jusqu'à 9 médicaments. Jusqu'à date, c'est le record que j'ai là, en même temps. Donc, on ne peut pas sevrer les gens. Tu as des gens que ça fait 1 an, 2 ans qui sont malades. Tu as des gens que ça fait 15 ans, 20 ans qui sont malades. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes groupes. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des outils robustes qui permettent que chaque individu devienne un peu son sujet contrôle et qu'on peut avancer nonobstant ça. Donc, nous, notre stratégie a cet avantage-là. Comme tel. Et ça peut être pertinent. Donc, en premier abord, la réalité est que les gens vont voir plus que l'EM. Donc, je pense que au moins, c'est lorsque vous allez voir, on va essayer d'annoncer certains projets. Il y a même des projets au niveau national que les gens pourraient participer parce que c'est juste des questionnaires où c'est, par exemple, de fournir de la salive. Donc, la salive, elle voyage très bien dans des envois postaux préaffranchis. Donc, on espère que les gens de différentes régions du Canada et la même chose du Québec puissent être intéressés et disponibles pour participer à certains projets lorsque cela sera possible. Encore une question de financement. Est-ce que quelqu'un se demande si donner à l'OMF Canada est possible de se rendre au
il faut que je fasse attention parce que je suis dans les deux organisations. Euh, ça va être beaucoup mieux si vous les donnez à Kensimi, OK? Si vous nous contactez, parce que ça va être direct, OK? Si vous donnez de l'argent à Open Medicine Foundation Canada, c'est sûr que si c'est pour Alain Moreau, ça va venir direct aussi chez moi. Mais sinon, ça va rentrer en compétition avec d'autres objectifs d'Open Medicine Foundation Canada de ramasser de l'argent, puis eux vont ramener ça au global. Et là, l'argent pourrait se retrouver, si ce n'est pas clairement identifié, pourrait se retrouver à Stanford, à Harvard, en Suède. Donc, il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Open Medicine Foundation Canada que l'argent doit rester au Canada. OK? J'ose imaginer que si quelqu'un donnait un don à Open Medicine Foundation Canada pour Akensimi, ça devrait venir aussi à Akensimi. OK? Donc, toutes les grandes fondations moindrement sérieuses sont dans l'obligation d'exécuter la volonté du donateur. Donc, je serais très surpris que ça ne fonctionnerait pas. Puis des fois, ça peut être intéressant parce que, évidemment, je comprends que Open Medicine Foundation Canada fait des Triple Tuesday. Donc, si quelqu'un veut donner 10 000 bien, ça vient 30 000 pour Akensimi. On peut tripler ou doubler les montants selon les opportunités et les stratégies que les fondations font. Donc, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on peut espérer que les deux paliers des gouvernements financent de manière régulière le réseau? On peut toujours espérer, mais pour l'instant, on a zéro argent du Québec. Au niveau fédéral, il n'y a aucune garantie qu'au terme des 5 ans, on va être capable de resoumettre pour aller dans la version 2.0. Les instituts de recherche en santé du Canada ne peuvent se commettre aussi longtemps d'avance et de toute façon, le cas échéant, ils vont créer des concours. Hein, vous comprenez qu'il y a plein de demandes, il y a toujours des urgences. Là, il y a beaucoup d'argent qui vont dans le spin COVID-19. Donc, vous pouvez vous imaginer que les chercheurs qui travaillent sur d'autres domaines commencent à crier puis graffiner les murs. Puis ça dépend aussi du gouvernement, là. Il y a des gouvernements qui ne sont pas vraiment pro-recherche, donc les budgets de recherche peuvent ratatiner sérieusement. Donc, j'aimerais vous dire qu'on va avoir davantage d'investissements gouvernementaux. Je n'ai pas de boule de cristal. Puis même avec une boule de cristal, je ne suis pas tellement bon. Mais par contre, je pense qu'on a une opportunité avec le gouvernement du Québec pour la venue d'une clinique spécialisée pour les maladies complexes, dont l'encéphalomyélite va être le fer de lance. On va essayer de positionner un budget recherche pour les besoins cliniques. Je m'explique. On a développé des outils qui nous apparaissent intéressants pour les cliniciens pour diagnostiquer le M puis même catégoriser les patients. On aimerait les rendre disponibles immédiatement, même s'ils ne sont pas homologués. Puis de toute façon, ça va prendre du temps pour homologuer ce genre de test-là. Donc, si on pouvait avoir un budget où les tests seraient faits au CHUM et payés par l'argent de cette enveloppe-là, donc pas de l'argent en recherche, ça nous permettrait peut-être sur 1, 2, 3 ans de tester 1000, 2000 patients. Puis là, à ce moment-là, être en position pour avoir une homologation d'un test puis que ça devienne officiel. Donc, ça peut être changé. Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer d'inclure dans nos discussions. La même approche, on va la faire au niveau du gouvernement ontarien aussi. Donc, encore une fois, il y a une volonté du gouvernement ontarien au niveau du ministère de la Santé de mieux équiper la clinique, notamment à Toronto, qui voit les patients. Donc, si on pouvait jouer sur ces deux tableaux-là au niveau provincial, il y a peut-être un espoir accru de mieux performer, puis de rendre disponibles nos découvertes pour les valider sur un plus grand nombre. Puis à la fin, on peut partir d'une découverte dans un labo, puis après ça, permettre aux cliniciens de jouer avec, puis de dire, ça marche-tu, ça, cette affaire-là? Ça vaut-tu la peine? Si ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer?
Puis, si ça vaut la peine, ben, à ce moment-là, on fait une différence dans la vie des patients. On peut mieux sélectionner les patients pour soit des essais cliniques, soit de repositionner des médicaments. On sait que ça marche, mais on ne sait pas sur lesquels d'avance. Ben, au lieu d'essayer de tâtonner dans la noirceur, on pourrait amener un éclairage nouveau ici. Fait que, il y a un financement provincial qu'on pourrait peut-être obtenir encore une fois, pas directement dans le réseau, mais permettre au réseau d'aller vers les ministères de la Santé plus provinciaux. Donc, si on peut faire la preuve une fois, deux fois, bien là, ça va être plus facile d'aller chercher peut-être d'autres provinces. Il y a des gens qui se demandent dans combien de temps on peut espérer que le site va être en ligne. J'espère à la fin de la journée aujourd'hui permettre de faire du bêta testing à certains de nos membres pour à peu près une semaine. Donc, j'ose espérer que d'ici le 15 février, ça va être annoncé que tout le monde va pouvoir s'inscrire et nous donner du feedback. Vous allez voir, là, il y a plein de pages, il y a plein de choses qui sont remplies, il y a plein de vidéos. J'ai donné pas mal de conférences et d'interviews. Bien, tout est déjà là. On en a évidemment plus en anglais qu'en français, là, mais ils vont être tous disponibles. Donc, ça devrait être 15 février ou plus tard, là, ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, je m'attends à avoir une bonne nouvelle d'ici la fin de la journée pour permettre à certains de nos membres d'être des bêta-testeurs pour à peu près une semaine pour s'assurer qu'il n'y a pas de glitch majeur. Parce qu'on ne veut pas lancer quelque chose puis tout le monde va commencer à chialer ou être frustré. C'est la dernière chose qu'on voudrait faire. Donc, stay tuned. 15 février, c'est la date que je vous donne officiellement, là. Vous avez parlé un petit peu de COVID-19M et tout. On a des gens qui nous disent que se sont inscrits au pan de la recherche COVID-19M. Ils veulent savoir quand vous prévoyez débuter. On aurait aimé ça commencer dès le retour des fêtes pour ce projet-là, mais là, avec M. Legault qui met des restrictions, donc l'hôpital suit quand même ces restrictions-là. On espère quand même les convaincre que même s'il y a prolongation des restrictions, là, au-delà du 8 février, qu'on puisse être autorisé de le faire à partir du 8 février, savoir recevoir des gens à Sainte-Justine pour être testés. Donc, on est bien équipé pour ça. On a tous les équipements de protection et aussi de pouvoir relancer notre projet EM puis d'aller continuer à visiter les gens à domicile. Donc, vous savez, on a un trio d'infirmières extraordinaires qui sont plus que dévouées là, pour la cause. Donc, on espère, je vous donne le 8 février, là, on a déjà, je pense, presque 2 douzaines de personnes là, qui ont eu la COVID-19 et qui éprouvent des symptômes persistants. Donc, on vous remercie de nous faire confiance et de votre intérêt et on va vouloir vraiment aller très vite là-dessus et de faire notre mieux là, parce que c'est le maintenant. Là. La fenêtre est là. Donc, pour le faire. Donc, en principe, on espère repartir la machine pour le volet recherche clinique à partir du 8 février. On a beaucoup de questions. C'est pas tant le sujet du webinaire, mais ça flot de tous les sens et même par courriel, vous en recevez beaucoup au sujet du fameux vaccin de la COVID. T'sais, on sait qu'on n'est pas, personne n'est prêt vraiment à mettre une opinion bien précise parce qu'on manque beaucoup de données. Mais qu'est-ce que vous diriez à nos personnes atteintes ici qui se posent vraiment des questions, que c'est très anxiogène, ce fameux vaccin? Actuellement, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme suggestion, conseil ou ligne de réflexion, en fait? Donc là, c'est important que tout le monde comprenne que je ne suis pas médecin et que je ne suis pas habilité à donner aucun conseil médical là, comme tel. Le point de vue de la communauté scientifique vont vous dire qu'on ne le sait pas. Même nos experts EM, ça va dans les deux directions. Donc, on a des gens comme Sandy Bettman qui disent « Soyons un peu plus prudents. Voyons voir si… » Parce que d'une façon ou d'une autre, on va avoir certaines personnes qui ont le M qui vont s'être fait vacciner un peu. Lorsqu'on aura peut-être une centaine d'individus, on sera peut-être plus à mesure de partager des observations, peut-être d'effets secondaires indésirables ou plus indésirables que d'autres. De l'autre côté,
il faut aussi mettre dans la balance que même si certains individus ont eu dans les années passées des effets secondaires désagréables, donc le vaccin de la grippe, par exemple, OK, ça a peut-être pu accentuer certains de leurs symptômes pendant un certain nombre de jours. On a quand même un virus qui peut s'avérer mortel pour des gens qui ont certaines comorbidités, des gens qui ont un certain âge. OK? Donc là, c'est une question d'être pragmatique puis d'évaluer les risques. Donc, si quelqu'un a déjà été vacciné, oui, c'est vrai qu'elle a eu des effets secondaires désagréables, mais que ça finit par se replacer, je pense que ces gens-là devraient euh, opter pour être vaccinés, OK, puisque le vaccin pourrait leur éviter de décéder de la COVID-19 dans certains cas, ou à tout le moins de faire une forme sévère de la maladie. Donc, c'est sûr que si vous êtes une personne EM de 75 ans et plus, bien déjà, vous êtes dans le groupe d'âge où on vous recommande d'être vacciné indépendamment de votre condition. L'autre chose qu'on sait aussi sur l'EM, c'est que souvent, passé 50 ans, l'EM s'est stabilisé. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a des données ici au labo qui montrent qu'il y a une certaine stabilisation. C'est pas juste parce que le patient est devenu un expert en pacing, là, ça aussi, ça peut contribuer, mais les gens et d'autres collègues ont remarqué que passé 50 ans, on a moins de symptômes aigus, puis il y a toujours des exceptions. Là, envoyez-moi pas des courriels pour me dire que votre cas particulier, j'en doute pas, mais on voit la grande différence entre les gens qui sont moins de 50 ans versus 50 ans là, en termes de la prévalence de symptômes beaucoup plus accentués. On ne sait pas pourquoi, donc, mais c'est des constats que d'autres équipes ont fait, incluant les patients. Donc, encore une fois, si vous êtes dans un groupe d'âge à risque, si vous avez d'autres comorbidités, si vous avez eu une expérience même un peu désagréable, mais que vous avez quand même récupéré, peut-être que le vaccin serait peut-être approprié pour vous. Alors que si d'autres ont eu vraiment, si vous avez eu un vaccin puis vous avez fait un choc anaphylactique suite au vaccin, ben, peut-être que ça serait un pensez-y bien. À tout le moins, ça serait important de donner toute l'information aux gens qui vont vous vacciner, qui vont être à même de prendre peut-être la décision pour vous là, en mesurant les facteurs de risque. Mais de prime abord, les deux vaccins qui sont proposés actuellement, Pfizer et celui de Moderna, sont relativement sécures. J'aurais plus d'hésitation pour celui d'AstraZeneca parce qu'il est à base d'un adénovirus. Donc, ça peut entraîner aussi d'autres conséquences. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, je pense qu'ils n'ont pas recommandé de vaccin pour les plus de 65 ans, malgré l'opposition de la pharmaceutique. Ils ont soulevé des questionnements. Donc, encore une fois, le temps va nous dire il y a vraiment des effets adverses plus sévères ou plus fréquents ou distincts chez les gens atteints d'encéphalomyélite myalgique. Mais encore une fois, comme j'ai dit récemment, une dame, si vous étiez ma mère, en fonction de l'âge et de l'information que vous m'avez dit, moi, je vous encouragerais à être vacciné. De toute façon, on rappelle qu'il faut toujours en parler avec son équipe de professionnels de la santé, peu importe. Chaque cas est très différent. Mais c'est une question, il fallait la poser, c'est une question qui revient même là de partout. La question revient. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas cette question-là. Exact. Puis quand ce n'est pas les patients, c'est des fois les médecins de famille. Fait que c'est une question qui est pertinente. Donc, il faut suivre l'actualité médicale et voir qu'est-ce qu'il y en est. À tous les gens qui nous écoutent, on sait que c'est anxiogène. On essaie de diffuser le plus d'informations qui sortent au sujet du vaccin. Merci, Dr. Moreau. On n'a pas répondu nécessairement à toutes les questions. Ça la fait un peu partout. On essaie de garder au niveau de la présentation qui était du réseau ICANSI MI. On rappelle que le site va sortir bientôt et la CAM va vous transmettre toutes les informations lorsque nous les aurons, l'information au sujet du site.
On rappelle également qu'on a 2 webinaires qui s'en viennent. Le 26 février qui va parler des récents progrès dans la compréhension de l'EM, où en sommes-nous en 2021, donc un peu plus axé sur votre recherche. Et le 2 avril, justement, l'étude des séquelles post-COVID-19 et le risque de développer l'EM, voire au-delà de la pandémie. Donc, on va vous envoyer l'information sous peu à tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Merci, Dr. Moreau, de votre... Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité. Merci. Alors, on dit merci à tout le monde et on se revoit le 26 février. Au revoir.